Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Gault. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un meurtre presque parfait. Le 14 novembre 2014, Magali Delaveau, 27 ans, est retrouvée calcinée dans sa voiture en bordure d'un chemin communal en Ardèche. Qu'est-il arrivé à cette secrétaire médicale ? Avec moi, vous entendrez les voix d'André et Pascaline Delaveau, parents de Magali, celles de ses meilleurs amis, des avocats et des journalistes ayant travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. À 28 ans, Magali Delaveau est la maman comblée d'un adorable petit garçon. Avec son compagnon, ils forment une petite famille parfaite qui a tout pour être heureuse. Seulement, un mois après l'enregistrement de cette vidéo, la jeune maman sera tuée et brûlée dans sa voiture. Il est tellement fort, tellement comédien, il dupe tout le monde. Je lui ai dit, si je trouve celui qui a fait ça, ça ira mal pour lui. Il m'a dit, on sera deux. Ils se foutent de leur gueule du début à la fin. J'ai tapé sur la table avec mes 2 poings et j'ai dit, mais c'est toi qui l'as tué, que je lui ai dit. Tout commence dans la nuit du 13 au 14 novembre 2014. Il est minuit 40 lorsque Céline Delaveau, la sœur de Magali, se réveille en sursaut. Je me suis réveillée dans la nuit, j'ai regardé mon téléphone portable et là j'ai vu une quantité d'appels impressionnante venant de Jérôme. Et là j'ai dit, c'est pas normal. Jérôme, c'est le compagnon de sa sœur, Magali. Donc j'ai rappelé Jérôme et là il me dit, est-ce que tu as eu ta sœur au téléphone ? Et là je dis, bah non, mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, écoute, elle devait partir travailler chez sa patronne, elle devait pas rentrer tard, elle est toujours pas rentrée, c'est pas normal. Il pleurait, il était apeuré, il parlait très vite. Il tente d'appeler Magali sur son téléphone portable, il ne répond pas. Ça, c'est anormal. Il lui a envoyé plusieurs messages pour lui demander si elle rentrait bientôt. En réalité, Magali ne répond plus aux appels de personne. J'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé d'appeler ma sœur. J'ai dit, Magali, appelle-moi, qu'est-ce qui se passe ? Les heures passent et toujours aucune nouvelle de Magali. Alors Jérôme alerte les gendarmes de Saint-Cierges sous le Cheylard, le petit village d'Ardèche où ils habitent. Ils vont la chercher dans les environs du village, sur les routes qu'elle aurait pu emprunter. Ils ne vont pas la retrouver. Magali Delaveau, c'est comme volatilisé. Jérôme prévient les parents de la jeune femme qui vivent à plus de 800 km sur l'île Dieu, en Vendée. Pour eux, c'est le début d'un véritable supplice. J'ai vu que c'était le numéro de Jérôme. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est là qu'elle nous dit que Magali avait disparu. Vu leur éloignement géographique, ils sont parfaitement impuissants. Ils ne peuvent rien faire. On n'avait pas de nouvelles, on n'avait rien. On est inquiet, plus qu'inquiet d'ailleurs. Dans l'attente comme ça, c'est horrible. C'est horrible d'attendre. Alors là, j'ai... quelque chose qui s'est passé dans moi. J'ai su tout de suite que c'était grave. Qu'il était arrivé quelque chose de grave. Et malheureusement, le mauvais pressentiment de la maman va se confirmer. Saint-Cierges sous le Cheylard, le lendemain. Vers 15h, sur une route isolée à 1 km du domicile de Jérôme et Magali, un homme au volant de sa voiture va faire une découverte macabre. On est en pleine montagne, il y a le ravin d'un côté, la montagne de l'autre. C'est une route sur laquelle il n'y a que très peu de passages.
où deux voitures peinent à se croiser. Et cet homme, au détour d'un virage, tombe sur un véhicule qui est entièrement calciné. Encastré contre un arbre, carbonisé. L'automobiliste va regarder si quelqu'un a besoin d'aide, va voir s'il peut faire quelque chose. L'homme s'approche de la voiture. Ce qu'il s'apprête à y découvrir restera à jamais gravé dans sa mémoire. Dans ce véhicule, il y a un corps, calciné lui aussi. Entièrement brûlé. Pour ce témoin, ça a été une réaction d'épouvante. Et la première chose qu'il a faite, c'est de téléphoner au secours, aux gendarmes. Sur place, grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture, les gendarmes vont pouvoir très vite identifier son propriétaire. Ce véhicule appartient à Magali Delaveau. On retrouve d'une part une bague qui lui appartient, et un piercing. C'est Magali Delaveau qui se trouve dans ce véhicule calciné. Lorsqu'il apprend que la voiture a été retrouvée avec son corps entièrement brûlé à l'intérieur, tout s'effondre pour le compagnon de Magali. Les gendarmes vont prévenir Jérôme Faille de leur découverte macabre. Et là, Jérôme Faille tombe, il fait un malaise. Pour les proches de Magali Delaveau, la douleur est insupportable. On a dans l'espoir, dans un creux de notre tête, que ce soit pas elle. Moi, je criais pas Magali, pas Magali. J'ai crié à mon mari. Elle est brûlée dans sa voiture. Moi, je la voyais brûler vive. C'était horrible. Pas simple. À ce moment-là, tout porte à croire que Magali a été la victime d'une tragique sortie de route. Tout le monde imagine que la voiture a raté le virage et est partie s'encastrer dans l'arbre. Qui s'imagine déjà que c'est un accident de la circulation. Seulement, l'examen approfondi de la voiture calcinée va venir contredire ce scénario. On s'aperçoit que entre la route et le lieu où le véhicule a été retrouvé, il n'y a pas de trace de freinage. Le levier de vitesse est au point mort. L'orientation des roues, elle est droite. Il n'y a pas de sortie de route accidentelle du véhicule. Le choc qu'on constate sur la partie avant du véhicule est minime. Quant à l'incendie, il a été lui aussi provoqué volontairement. C'est indéniable. On retrouve des traces d'hydrocarbures, de l'essence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. On a versé de l'essence sur ce véhicule et on y a mis le feu. Et ce n'est pas tout. En réalité, ce n'est pas l'incendie qui a tué Magali. L'autopsie va apporter un nouvel élément. Quand on analyse le corps de la victime, on constate qu'il n'a pas inhalé de fumée. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de traces de suie, ni dans les bronches, ni encore moins dans les poumons. Elle était déjà morte lorsque le véhicule a été incendié. Et chose étonnante, ce n'est pas Magali qui était au volant de la voiture. Magali Delaveau ne se trouve pas sur le siège conducteur, mais sur le siège passager. Elle a été tuée avant, elle a été emmenée là, on a mis feu à son véhicule alors qu'elle était déjà morte. C'est un crime maquillé en accident. Et qu'est-ce qu'elle peut lui faire ça, quoi? Elle était pas méchante, ma fille. Faire ça à... Là, c'est l'électrochoc. On se dit que c'est pas possible. C'était très dur, oui. Très, très dur, oui. C'est juste impensable. Et pour Jérôme, le compagnon de Magali et père de son fils, c'est le coup de grâce.
On est arrivé là-bas, je l'ai pris dans mes bras. Et en plus, cette semaine-là, c'était l'anniversaire de son fils. Là, fallait l'encaisser. Hein. Les proches, ils se disent, mon Dieu, comment cet homme va faire pour élever seul son enfant? Pour les proches de Magali, c'est un tsunami. Rien dans sa vie ne peut expliquer qu'elle soit assassinée. En effet, petite dernière d'une famille de 3 enfants, cette jolie jeune femme pétillante de 28 ans avait des rêves plein la tête. Magali était quelqu'un d'extrêmement joyeux, qui aimait chanter, qui aimait danser. Elle était gaie, très gaie, Magali. Elle aimait rire et tout, hein, faire de la fête. Une bonne vivante, quoi. Hein. Assistante maternelle, Magali gardait les enfants d'un médecin de son village. Elle a toujours été à s'occuper des enfants, c'était vraiment son truc. Elle garde les enfants du docteur, qui l'embauche par la suite pour être secrétaire médicale. Donc elle fait 2 travails en même temps avec la même personne, avec le même patron en fait. Depuis 5 ans, Magali coulait donc des jours heureux avec son compagnon Jérôme en Ardèche. Je ne m'inquiétais pas, elle était heureuse. Et quand on allait la voir, tout se passait bien. Ferme tes yeux, regarde mamie, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, allez chante. Regarde mamie. Magali, c'est vraiment la dernière à laquelle on pense pour une histoire criminelle. Elle est la joie de vivre, on ne lui connaît pas d'ennemis. C'est une mère de famille qui a la vie la plus rangée qu'on puisse imaginer. Alors, qui a bien pu supprimer la jeune maman avant de carboniser son corps? Et pourquoi? Forcément, quelqu'un conduisait le véhicule. Et où est passé ce quelqu'un? Une enquête pour assassinat est ouverte. Elle est confiée à la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône. Et ce n'est pas la scène de crime qui va aider les enquêteurs à y voir plus clair. Le véhicule est carbonisé. Il est difficile de trouver des empreintes, des traces d'ADN. Seul indice, l'autopsie qui permet de dater la mort de la victime. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est décédée le soir de sa disparition, pendant la soirée du 13 novembre. En vérifiant l'emploi du temps de la jeune femme ce soir-là, les enquêteurs vont identifier un premier suspect. Et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du compagnon de la victime. Souvenez-vous, d'après Jérôme Faye, c'est en allant à son travail que Magali aurait trouvé la mort. Or, il y a quelque chose qui cloche. Il me dit, je comprends pas, elle est partie de la maison soi-disant travailler, elle n'est pas revenue. Lui dit qu'elle devait travailler. Seulement, en interrogeant l'employeuse de la jeune femme, les gendarmes vont faire une découverte. On s'est aperçu que ça n'était pas le cas. Elle n'était pas du tout prévue pour aller garder les enfants. Elle n'avait pas à se trouver chez son employeur et elle n'y a jamais été. Jérôme Faye aurait-il menti? Les enquêteurs se demandent s'il n'a pas quelque chose à cacher. Il y a une incohérence là, à ce niveau-là. On se dit, et si c'était lui? Une perquisition est menée chez le principal suspect. Et d'emblée, un autre détail va tout de suite interpeller les gendarmes. Magali, elle est partie sans son sac à main. Si elle avait quitté son domicile pour une raison X ou Y, elle aurait vraisemblablement pris son sac à main avec elle. Or, son sac à main est retrouvé à son domicile. Et pourtant, la suite de l'enquête va complètement disculper le compagnon de la victime. Jérôme Faye confirme sa version de la soirée du 13 novembre. Et voici ce qu'il déclare. Ce jour-là, Magali m'a annoncé qu'elle devait garder les enfants du docteur. Elle a quitté la maison vers 21h15 au volant de sa voiture.
Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi elle a laissé le sac à main. Quant à l'inspection du domicile du couple, elle ne révèle absolument rien de suspect. Les gendarmes passent la maison au peigne fin, ils la passent au Blue Star, à la recherche de traces de sang. Ils ne vont pas trouver de traces. Jérôme ignore où s'est rendue Magali et il a un argument de poids. Le jeune papa n'aurait pas pu quitter son domicile ce soir-là pour une simple et bonne raison. Magali étant partie y garder le petit ce soir-là. Et il n'a pas bougé. Tout simplement, il dit qu'il est chez lui. Évidemment, on ne laisse pas un gamin de 2 ans tout seul dans une maison sans surveillance. Donc, il garde son fils. Et pour prouver sa bonne foi, le compagnon montre d'ailleurs sur son téléphone les SMS qu'il a envoyés à sa compagne le soir de sa disparition. Jérôme Fay lui envoie des messages depuis chez lui, d'abord pour l'encourager dans son travail de nuit, puis après parce qu'elle ne lui répond pas en retour. Bon courage pour le travail de nuit, mon ange, lol. Je t'attends pour aller nous coucher, bisous. C'est tard, et en plus tu bosses demain, courage. J'ai pas de news, qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Quand il présente son téléphone portable aux gendarmes, c'est vrai que le timing, ça colle, quoi. Il y a une montée en puissance de l'inquiétude. Donc tout ça est assez logique, finalement. Pour les gendarmes, Jérôme Fay ne serait pas impliqué. D'ailleurs, il n'aurait aucune raison de vouloir la mort de sa compagne. L'amour de sa vie depuis plus de 5 ans. Originaire de l'Île-Dieu en Vendée, c'est au cours de l'été 2009 que Magali rencontre Jérôme, alors qu'elle est en vacances avec son amie, Laure. On avait pris la destination de l'Ardèche. C'était le choix de Magali. Je lui avais dit, ouais, c'est génial et tout, donc on part sur l'Ardèche. Ils sont partis là-bas, ils étaient 4, puis ils étaient gays, quoi. Enfin, ils chantaient et tout, ils étaient en vacances. Et de là, ils sont partis en excursion tous ensemble et le chauffeur du car n'était autre que Jérôme. À ce moment-là, Magali me dit, ouais, il est mignon, il est sympathique. Puis nous, on est ouais. On rigole un petit peu. On sentait bien qu'il s'était passé un petit truc avec Magali et Jérôme. C'était le coup de foudre. Ouais. Mais quand elle est rentrée, nous on dit toujours est-ce que tu t'es trouvé un copain? Un copain? Elle dit oui. Il s'appelle Jérôme. Il est venu. Le week-end d'après, il est venu. J'ai dit, tiens, il est vraiment amoureux, quoi. Nous, on s'est dit avec mon mari. Malgré la distance qui sépare les deux tourtereaux, c'est le début d'une idylle qui va se poursuivre contre vents et marées. Magali se déplaçait pour le voir, a traversé la France pour aller le voir. Ça a duré 1 an et demi, peut-être comme ça. Et puis après, elle est partie là, vivre en Ardèche. Et ils ont fait très vite le projet de construire une maison. Leur couple, la maison, c'était paxé. La naissance. Tout allait bien, quoi. Et dans les premiers temps de l'enquête, les proches de Magali vont d'ailleurs soutenir Jérôme. Il est bien perçu par les membres de la famille de Lavaux. Le gars sympa. C'était la personne parfaite. Fume pas, boit pas, sportif, attentionné. Quand on le voit la première fois, c'est on donnerait le bon Dieu sans confession. Pour moi, elle avait trouvé quelqu'un de bien. En plus, on avait le même métier. Voilà. Lui était mécanicien dans les cars, moi dans les poids lourds, tout ça. On parlait que de mécanique. Tous les deux, ben oui. On a passé des bons moments. Ça me faisait plaisir d'y aller là-bas les voir. Pour le papa de Magali, Jérôme Fay, c'est le gendre qu'il rêvait d'avoir. Et puis la famille est unanime. Depuis le décès de Magali, Jérôme
semble totalement anéanti. Il a perdu la mère de son fils, la femme qu'il aime. J'ai été son confident à plusieurs reprises. Il était perdu, donc je lui ai remonté le moral. Pour le petit, il fallait qu'il s'accroche. Cet homme est tellement malheureux d'avoir perdu sa femme. Personne ne peut imaginer qu'il ait quelque chose à voir avec ce décès. Jérôme se serait même fixé une mission, retrouver lui-même le meurtrier de sa compagne. Mais on a l'impression qu'il fait son enquête. Il cherchait partout, sur le lieu du crime, il s'en allait voir s'il ne trouvait pas un indice qui nous disait. Moi, je lui ai dit une fois, si je trouve celui qui a fait ça, ça ira mal pour lui. Il m'a dit, on sera deux. Aux enquêteurs, je leur ai dit, j'aurais donné mon cœur à ce gars-là. C'était pas possible. Un homme amoureux qui veut venger sa femme. Le compagnon de la victime est insoupçonnable. Et d'ailleurs, il va livrer une piste aux enquêteurs. Gendarmerie du Cheylard. Jérôme Faille demande à être entendu par les enquêteurs, car selon lui, Magali aurait une double vie. Et l'homme de raconter que depuis la naissance de leur fils, sa compagne le délaissait quelque peu. Jérôme Faille explique que dans le couple, ma foi, l'enfant avait pris une place importante. Magali s'en est occupée comme une jeune maman qui voulait ce petit garçon, qui était son petit Dieu. Comme font beaucoup de jeunes mamans lorsqu'elles ont leur premier enfant. Oui, il dit que voilà, bon, l'arrivée de l'enfant a un petit peu perturbé leur vie intime. Et Jérôme Faille d'expliquer que Magali serait devenue tellement distante qu'il avait même des doutes sur sa fidélité. Je trouvais qu'elle me parlait souvent d'un interne en médecine. Elle avait beaucoup de détails sur sa vie privée et je trouvais cela bizarre. Elle ne voulait plus que je regarde dans son téléphone portable. D'habitude, elle laissait son téléphone posé sur la table. Là, elle le gardait avec elle. Il explique qu'elle avait des choses à cacher. Il va pointer du doigt un interne qui aurait travaillé chez l'employeur. En fait, il soupçonne que l'interne était l'amant de sa femme. Une compagne qui aurait un amant et qui serait partie sans raison avant de disparaître. Pour Jérôme Faille, il y aurait forcément un lien. Si Magali Delaveau est partie, c'est qu'elle lui a menti. Magali Delaveau serait allée rejoindre un homme et lui serait arrivé quelque chose. De raisonnement en raisonnement, l'interne devient un suspect. Mais cette piste ne va pas résister bien longtemps à la suite des investigations. Convoqué à la gendarmerie du Cheylard, le jeune homme pointé du doigt par Jérôme va avancer un alibi solide. Celui qui est présenté comme l'amant, l'interne, se trouve à Lyon le soir de la disparition de Magali. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace de quelconque infidélité que ce soit. Magali Delaveau n'a pas d'amant, n'a pas d'aventure. Il n'y a aucune ambiguïté. La piste insufflée par Jérôme Faille semble donc totalement fantaisiste. Et du coup, elle va finir par se retourner contre lui. L'image que Jérôme a voulu donner de lui va commencer à se fissurer très vite vis-à-vis des enquêteurs. Et les gendarmes ne sont pas les seuls à trouver les allégations du compagnon suspect. Pour son entourage, jamais Magali n'aurait pu tromper l'homme pour qui elle avait tout quitté. C'était quelqu'un de sérieuse, fidèle. Je dis à Jérôme, impossible. Je lui dis que c'est n'importe quoi, qu'il arrête de s'imaginer des trucs pareils. Du gendre parfait qu'il était hier, il est plus si lisse que ça. Alors le doute commençait à rentrer dans moi. J'ai dit, c'est pas normal, il y a quelque chose. Les proches de Magali Delaveau commencent à se poser des questions. Et Jérôme Faille ne va pas les rassurer.
Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Magali Delaveau. Dans la seconde partie, vous allez voir que la jeune maman n'a pas été victime d'une tragique sortie de route. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire Magali Delaveau, vous allez voir que la jeune maman n'a pas été victime d'une tragique sortie de route. Avec moi, vous entendrez les voix d'André et Pascaline Delaveau, parents de Magali, celles de ses meilleurs amis, des avocats et des journalistes ayant travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Au cours d'un déjeuner à son domicile, alors que toute la famille de Magali est réunie autour de lui, Jérôme va faire une déclaration pour le moins inattendue. On était tous devant notre assiette et là il nous dit « J'ai quelque chose à vous dire ». Il était à côté de moi, mais il était blanc. J'ai dit « Il y a quelque chose qui ne va pas ». Et là, à un moment, il nous dit « Voilà, il faut que je vous dise quelque chose ». Il dit faut que je vous avoue que j'ai une relation avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça fait 2 mois que j'ai une autre copine. Et ça, il nous le dit comme ça de but en blanc. Faut être chaud pour dire ça. C'est quand même les parents de cette jeune fille qui a été tuée. Hier encore, le gendre idéal pleurait la disparition de sa compagne, et puis d'un seul coup, il annonce qu'il a finalement quelqu'un d'autre dans sa vie. Ça fait l'effet d'une bombe. On vient de perdre notre sœur et lui nous avoue ça, donc ça fait un choc quand même d'entendre ça, parce qu'après tout ce qui s'est passé, je me suis levé de la table et j'ai été le trouver, dans une colère. Jérôme avoue avoir une relation avec une autre femme depuis 2 mois. Aux yeux de la famille, le compagnon fait désormais figure de suspect. Là, c'était le truc qu'il fallait pas dire, quoi. Ça a été fini pour moi après, c'était clair. J'ai tapé sur la table avec mes 2 poings et j'ai dit « Mais c'est toi qui l'as tué » que je lui ai dit. Face aux accusations de la famille, Jérôme Faye va se défendre. Et là, il s'est mis en colère après moi. Et il m'a dit « Merci Pascaline ». Il n'a rien à voir avec le décès de sa femme. Il est offusqué par les soupçons qui peuvent être portés à son encontre. C'est pas parce qu'il a rencontré cette femme qu'il a tué Magali. Il me regardait dans les yeux et il me dit « Mais ma copine, si vous voulez, je l'appelle, elle va venir. » Il voulait la faire venir. J'ai une mêlée fou. Et là, on lui dit « Mais non, mais juste non, quoi. Arrête. » Pour les proches de la victime, la pilule est dure à avaler. On s'est levé, j'ai dit on part, on s'en va. J'ai dit là, il faut appeler les enquêteurs, il faut leur dire. Les gendarmes réentendent Jérôme Faye. Mais l'homme va leur livrer une version différente de celle qu'il a donnée à la famille. Jérôme Faye va admettre effectivement qu'il y avait une relation parce qu'il se sentait délaissé. Sa conjointe va donner beaucoup d'attention à l'enfant qui vient de naître et plus du tout à Jérôme Faye. Il le vivra extrêmement mal. Il est malheureux parce que c'était un petit peu difficile depuis quelque temps, depuis que le petit était là. Mais selon le compagnon, cette relation serait restée purement platonique. Je suis en contact avec cette femme. Je vous précise que nous n'avons eu aucune relation sexuelle ou geste intime. C'était pas ma maîtresse, c'était une amie. Il n'y a rien eu d'autre entre nous. C'est une femme qui est à son écoute et avec qui il aime communiquer. Il dit en gros que c'était une relation secrète, certes, mais c'est une relation qui n'est pas charnelle, c'est une relation amicale. Relation amicale ou liaison extra-conjugale. Pour s'en assurer, les enquêteurs convoquent celle que Jérôme Faye présente comme sa confidente. Et la jeune femme d'une 30aine d'années va confirmer les propos du compagnon de la victime. Voici ce qu'elle déclare. Au début, c'était juste une connaissance. On s'est rapprochés un peu plus au cours des 2 derniers mois. Il s'est confié à moi, on discutait, mais on s'était dit qu'on n'irait pas plus loin ensemble. D'autant plus
que la jeune femme connaissait Magali. Jérôme Faille l'avait rencontré par l'intermédiaire de Magali. Jérôme et cette femme livrent une même version de leur relation amicale. Mais les gendarmes vont démontrer qu'ils n'ont pas dit toute la vérité. À la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône, les enquêteurs recensent tous les échanges téléphoniques entre les deux prétendus amis et le résultat est saisissant. Il y a eu 4800 appels et SMS passés entre ces deux-là sur un mois. 4800 échanges. Vous vous rendez compte ? Toute la journée, ils ne font que ça. Ils échangent tous les deux. C'est obsessionnel. Il échange beaucoup plus avec cette femme qu'avec sa propre femme. Et puis, en localisant leur téléphone portable, les enquêteurs vont mettre en lumière un petit détail. Il y a également des moments où on s'aperçoit que les deux téléphones sont au même endroit, mais dans des endroits très reculés, en pleine campagne, en pleine montagne. Il y avait des rendez-vous secrets sur les parkings ou je ne sais où encore. C'est une relation qui n'est pas celle qu'ils décrivent l'un et l'autre aux enquêteurs. Ces deux-là sont amants. Les gendarmes en ont la certitude. Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Souvenez-vous, depuis le début, Jérôme Faille affirmait qu'il gardait son fils chez lui le soir du crime. Seulement d'après les investigations des gendarmes, il aurait menti. Les enquêteurs vont s'apercevoir qu'à 22h25, le soir des faits, il n'était pas chez lui. Le portable a borné à l'endroit où le cadavre de Magali a été retrouvé. Là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Pour les enquêteurs, tous ces éléments sont accablants pour le compagnon de Magali Delaveau. Et en plus, ils se demandent si l'homme n'aurait pas une complice. Car le 13 novembre 2014, il a eu une longue conversation avec sa maîtresse, juste avant le crime. Les gendarmes découvrent qu'à 18h07, Jérôme Faille a téléphoné pendant 13 minutes à cette jeune femme. Que se sont-ils dit ? Les gendarmes se posent très sérieusement la question. Alors, les deux amants pourraient-ils être à l'origine de la disparition de Magali ? C'est désormais en garde à vue qu'ils vont devoir s'expliquer. Le 16 mars 2015, 4 mois après la mort de Magali, la maîtresse fait de nouveau face aux enquêteurs. Et cette fois-ci, elle va tout raconter. Placée en garde à vue, cette jeune femme va finir par reconnaître qu'elle est la maîtresse de Jérôme. Cette fameuse relation platonique n'était pas si platonique que ça. Il y a eu au moins une relation sexuelle. Ils ont vraiment une histoire d'amour tous les deux, quelque chose de fusionnel. En revanche, les enquêteurs ne sauront pas ce qu'ils se sont dit au téléphone avant le crime, car la maîtresse ne s'en souviendrait pas. Quand on passe en un mois 4800 échanges téléphoniques ou SMS, on peut comprendre que ce soir-là, elle ne se souvienne pas du contenu de la conversation de 13 minutes. Elle va montrer finalement sa bonne foi et elle va continuer à dire qu'elle n'a rien à voir avec la mort de Magali. Et les enquêteurs ne vont pas trouver d'éléments démontrant que ce soir-là, elle ait été impliquée dans le drame. Elle a un alibi parce qu'elle était à un cours de sport. Elle quittera ce cours à 21h et ensuite elle est rentrée chez elle et un certain nombre de témoins l'affirment. Manifestement, elle n'a rien à voir avec ça. Ce que dit la maîtresse est crédible. Elle ressort libre de sa garde à vue. Reste à savoir si de son côté, Jérôme Faille va modifier son témoignage. Face aux gendarmes, le compagnon de la victime n'en démord pas. Il n'a rien à voir avec la mort de Magali. Il n'a rien à se reprocher. Il dit qu'il n'y a pas de mobile. Car selon lui,
sa liaison extra-conjugale ne serait qu'une simple aventure. C'est vrai, je lui envoyais des textos, mais c'était plus un délire. Je savais que mon avenir était avec Magali. Là encore, les explications de Jérôme Faille, ça marche pas. C'est pas un plan sexuel comme ça occasionnel. Là, on est à des centaines d'appels jour. Jérôme Faille maintient sa version, mais les gendarmes ont encore une dernière carte à jouer. C'est à l'évocation de la présence de son téléphone à l'endroit où le corps de Magali a brûlé que Jérôme Faille baisse les armes. Au pied du mur, parce qu'il ne peut plus faire autrement, il va craquer. Jérôme Faille va finalement avouer qu'il a mortellement étouffé la mère de son fils. Et face aux enquêteurs, le compagnon va faire le récit de cette soirée où il aurait pris la vie de Magali, la maman de son petit garçon de 2 ans. Le 13 novembre 2014, vers 21h, alors que leur fils était endormi, selon Jérôme, une scène de ménage aurait éclaté entre lui et Magali. Le début de la dispute serait lié à un désaccord sur l'éducation de l'enfant. Concernant l'heure à laquelle l'enfant a été couché, et comme le ton monte entre les deux, ils décident d'un commun accord de descendre au garage pour que l'enfant ne se réveille pas aux cris de ses parents. Et d'après Jérôme Faille, il aurait alors perdu son sang-froid. J'ai voulu la faire taire. J'ai posé ma main sur sa bouche. Elle s'est débattue. Elle m'a dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Je lui ai dit « Tu n'as rien fait. Je t'aime. » Il décrit une scène où il lui dit « Tais-toi ». Comme elle se tait pas, il lui met la main sur la bouche et lui dit presque « Pardon ». Elle aurait réussi à se débattre de cette étreinte pour lui échapper. Et lui, à ce moment où elle se trouve dos à lui, en aurait profité pour l'étouffer à nouveau avec sa main. Une deuxième tentative qui cette fois aurait été fatale pour Magali. Il va la tenir contre lui. La main sur la bouche et sur le nez. Et là, il serre jusqu'à ce qu'elle tombe. Et qu'elle soit morte. Il y a eu évidemment à ce moment-là quelque chose, une digue qui a cédé. La colère, la dispute. À aucun moment, Jérôme Faille n'a voulu tuer Magali. La mère de son fils, inerte dans ses bras, Jérôme Faille aurait alors réalisé l'horreur de son geste. Épouvanté, il aurait décidé d'en finir. Je me suis mise à pleurer. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai complètement vrillé. Je voulais me foutre en l'air avec elle. Jérôme Faille dit avoir pensé à se suicider, accablé qu'il était par son geste. Il ne peut pas vivre sans Magali. C'est insupportable. C'est atroce ce qui est arrivé, il en est responsable. Et il dit avoir, au bout de quelques minutes, envisagé de partir avec le corps de sa femme dans son véhicule pour s'immoler par le feu. Après avoir déposé le corps de Magali sur le siège passager de la voiture, Jérôme Faille se serait préparé pour le grand voyage. Il charge de bidon d'essence. Il va prendre le volant. Et il s'en va. Jérôme Faille aurait roulé au hasard, avant de trouver un endroit pour se brûler avec sa compagne. Mais une fois sur place, il explique avoir changé d'avis. D'un seul coup, il va réaliser que le petit est tout seul. Mon Dieu, l'enfant est seul. Il ne pouvait pas se supprimer parce que sinon son enfant serait orphelin. Pour cet enfant, il ne fallait pas mourir. Pour rester avec son fils, Jérôme Faille aurait alors décidé d'effacer les traces de son crime. Il va mettre le véhicule contre l'arbre. Arroser d'essence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et brûler la voiture avec le corps de sa femme dedans.
Jérôme Faye a fait une mise en scène macabre pour faire croire à un accident ou à je ne sais quoi. Une fois la voiture et le corps embrasés, Jérôme Faye aurait quitté les lieux pour rentrer chez lui, rejoindre son fils. Il part en courant par la route. Et pendant 4 mois, l'homme explique qu'il aurait vécu dans le mensonge pour son enfant. S'il avait été seul, s'il n'y avait pas eu un petit garçon, il aurait téléphoné à la gendarmerie. Et s'il a pris cette décision, c'est qu'il s'est retrouvé dans un champ de ruines et qu'il a voulu sauver, dans son esprit, ce qui pouvait être sauvé. Mais pour les enquêteurs, le récit de Jérôme Faye présente certaines incohérences. En effet, selon les experts, difficile de croire que la mort de Magali soit accidentelle. C'est assez curieux la manière dont il décrit ce passage à l'acte-là, parce qu'il ne le décrit pas comme ayant eu lieu avec une certaine violence. Or, par définition, quand on étouffe quelqu'un, la personne se défend, se débat. Ils ont conclu que cela pouvait prendre entre 2 et 5 minutes. Entre 2 et 5 minutes, c'est extraordinairement long. C'est comme si vous vous noyiez. Vous avez les yeux ouverts, vous avez quelqu'un qui vous empêche de respirer. Elle a vu sa mort. C'est pas un accident. C'est sûr. Pour les enquêteurs, Jérôme Faye aurait voulu donner la mort. Et ce n'est pas tout. Sa version selon laquelle il avait dans l'idée de se suicider ne tient pas la route, parce qu'il y a les SMS. Souvenez-vous, Jérôme Faye aurait écrit à Magali le soir de sa disparition. Bon courage pour le travail de nuit, mon ange, lol. Je t'attends pour aller nous coucher. Bisous. Or, d'après l'analyse du téléphone de Jérôme Faye, ce message aurait été envoyé alors qu'il n'avait pas encore quitté son domicile. Ce SMS de 21h41 fait exploser sa volonté suicidaire. Il est encore à la maison. Il n'aurait pas envoyé cela s'il pensait se suicider derrière. Quand on a une volonté suicidaire, on ne prépare pas son système de défense. On s'en fout, on sera mort. Et puis pour les gendarmes, a posteriori, ce message paraît choquant. Il vient de la tuer. Elle est encore tiède à côté de lui. Bon travail, mon ange, lol. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Pour les enquêteurs, le récit livré par Jérôme Faye ne tiendrait pas. Mais c'est un grand foutage de gueule, monsieur. C'est pas croyable. Dire ça à quelqu'un, c'est le prendre pour un imbécile. L'histoire qu'il raconte est inauthentique. Les proches de Magali sont prévenus par les enquêteurs. Et malgré leurs soupçons, les aveux du compagnon sont un coup de poignard en plein cœur. C'est un traître, il nous a brisé notre vie. Hein. Moi, je suis morte à moitié. Il a volé la vie de ma fille. On n'a pas pu lui dire au revoir. Moi, j'ai pas pu dire au revoir à ma fille. L'embrasser au moins une dernière fois. C'est un cauchemar. On est dans un cauchemar. Mais je dis, il nous a eu cet enfoiré. Je m'en veux encore. J'ai rien vu. C'est un être qu'ils appréciaient. C'est le père de leur petit-fils. C'est atroce. Le choc est d'autant plus traumatisant que pendant 4 mois, le compagnon de Magali ne leur aurait rien épargné. Il a même laissé entendre que Magali aurait eu une relation extra-conjugale, quoi. En plus, il l'a sali. Comble de la trahison, pour les proches, Jérôme Faye serait allé encore plus loin dans la mise en scène. L'enterrement a eu lieu, elle était effondrée sur le banc. Je me souviens, j'étais derrière lui. Quelqu'un qui
qui était blessé, quoi, meurtri même. Il était touchant. On l'a consolé, hein. Il pleure, il embrasse les gens. Moi, il vient et il m'entoure de ses bras. À l'enterrement, donc il est venu avec un petit sachet de terre d'Ardèche, un petit sachet de terre du Chélard, et il l'a jeté dans le trou avec le cercueil, quoi, devant tout le monde. C'est une chose que... il a eu quand même l'audace de faire ça. Il a été jusqu'à la mettre dans le trou, quoi. C'est vraiment lui faire du mal jusqu'au bout. Je pensais pas pouvoir être berné à ce point-là. C'est un réel manipulateur. Il est tellement fort, tellement comédien, ça passe. Et il dupe tout le monde. Quand on voit tout le cinéma dont il a été capable, il se fout de leur gueule du début à la fin. Il n'y a pas de mots pour décrire ce comportement. On est au-delà de la trahison. Jérôme Faille, effectivement, va se lancer dans cette spirale du mensonge, c'est-à-dire qu'il ne peut plus revenir en arrière, c'est fait. Le drame de ce dossier, c'est qu'on a face à nous un monsieur tout-le-monde qui va se retrouver dans une situation qu'il ne sait pas gérer. Lorsqu'on a commencé à mentir, on continue. Et c'est exactement ce qui va se produire. Mais pour les parties civiles, la version du crime donnée par Jérôme Faille serait une manipulation. Comment il en est arrivé à la transporter morte à côté de lui et la regarder flamber, hein. Parce que c'est ça, hein. Il dit qu'il voulait pas la tuer, mais bon, il avait qu'à la laisser à ce moment-là. Non, il s'est acharné sur elle. Pour moi, il s'est acharné sur elle. Quand elle aura compris qu'il voulait la tuer, ça a dû être terrible, terrible. Parce qu'elle l'aimait quand même, je pense. Que ça a dû être dur parce que... Alors, elle lui dire, finalement, il m'aime pas pour me tuer. Pour les enquêteurs, reste une interrogation. Le crime aurait-il été prémédité ? Car selon Jérôme Faille, après la mort de Magali, il aurait tout improvisé en l'espace d'une demi-heure. Le crime a lieu à 21h10. À 21h41, il est déjà en train de fabriquer son système de défense. D'un seul coup, il se réveille et instantanément, il a le flash, il faut que je fasse un SMS. C'est impossible d'imaginer un scénario en si peu de temps. Tu tues quelqu'un, t'es quand même sous le choc. Pour un coup de folie, il était quand même bien prêt. Il avait l'essence pour faire brûler la voiture. Il a emmené la voiture quand même dans un endroit complètement isolé. Ça s'est passé de nuit. De nuit, on voit pas tout ce qu'il y a aux alentours. Pour moi, c'est prémédité. Il a réfléchi à tous les gestes qu'il a faits, dans le moindre détail. L'endroit, comment faire, tout est réfléchi. Il n'y a pas d'improvisation. C'est pas possible. D'autant qu'un autre élément de l'enquête pourrait confirmer un mobile. En épluchant sa téléphonie, les gendarmes découvrent qu'un mois avant la mort de sa compagne, Jérôme aurait cherché à refaire sa vie. Jérôme Faille va prendre contact avec un avocat pour lui demander ce qui se passerait s'il se séparait de Magali Delaveau. Ça prouve qu'il avait déjà l'intention de quitter ma sœur. Alors après, de là à imaginer que c'était trop compliqué de s'en séparer, qu'il valait mieux s'en débarrasser, il n'y a qu'un pas. En faisant disparaître Magali, il réglait tous les problèmes de son existence. Il gardait son fils, il gardait sa maison, il récupérait sa maîtresse. Il a vu ce que lui coûtait une séparation par rapport à ce que lui coûtait un cadavre. Une version du crime qui ne tiendrait pas et une compagne qui serait devenue gênante. La thèse de l'assassinat semble plausible pour la famille, mais elle est contestée par Jérôme Faille. Selon lui, il n'aurait rien prémédité.
Et sur ce point, la juge va lui donner raison. La juge d'instruction a considéré qu'il fallait renvoyer Jérôme Faille pour homicide volontaire. Elle a laissé tomber la préméditation et l'a mis en examen que du chef de meurtre. Il n'y avait pas de charge concernant une éventuelle préméditation. Voilà, il faut être clair. Il aurait fallu effectivement une preuve matérielle. Il aurait fallu des aveux. À aucun moment, Jérôme Faille reconnaît qu'il avait préparé le crime qu'il a commis. Le 17 mars 2015, Jérôme Faille est placé en détention provisoire en attendant d'être jugé pour meurtre. Un dénouement que la famille de la victime ainsi que l'accusé attendent avec impatience. Ce que j'attends de ce procès, c'est que la vérité soit faite judiciairement. Je suis persuadé que tout ça s'est passé dans le cadre d'une scène de ménage qui a duré quelques instants, dont les conséquences l'ont complètement dépassé. Je voudrais savoir vraiment les derniers instants de ma fille. Ça, je voudrais qu'ils me le disent, mais sans me mentir. Est-ce qu'on saura? Je sais pas. Moi, j'ai vécu quelque chose d'épouvantable le jour où la juge d'instruction m'a remis la bague et le piercing de Magali pour que je les rende à la famille. Ils m'ont dit merci, les parents. Vous nous donnez un petit peu de notre fille. Toutes les secondes, elle est avec moi, toutes les secondes. Elle est toujours avec moi, je lui parle tous les jours. Elle aimait la vie, elle avait 28 ans. Si la famille de Magali tient bon, c'est parce que ce drame a fait une autre victime, son fils, dont la garde a été confiée à Céline, la tante du petit garçon. Je remplacerai jamais ma sœur, mais j'essaierai de faire au mieux pour au niveau de son éducation, pour sa vie future, pour son bien. J'espère qu'un jour son père rende des comptes à son fils. Que son fils lui demande la vérité et qu'il soit obligé de lui donner. Ce sera le tribunal de la vie. Le procès de Jérôme Faille se déroulera ici, en 2018, à la cour d'assises de Privas, en Ardèche. Dans l'attente de son procès et du jugement, l'homme est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Magali Delaveau. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Il y a des soirs où une ville semble retenir son souffle, comme si l'air lui-même pressentait qu'un drame allait briser la fragile trame du quotidien. C'était un de ces soirs d'automne, en 2001, quand la pluie fine s'abattait sur les pavés humides d'une petite ville de province française. Les réverbères diffusaient une lumière orangée, brumeuse, et les passants pressaient le pas, chacun enfermé dans ses pensées, ignorant qu'à quelques rues de là, une histoire allait naître, une histoire de silence, de peur et de disparition. On l'appelait Claire. 23 ans, un sourire qui semblait défier la morosité, et des rêves trop grands pour la modestie de sa ville natale. Elle travaillait dans une librairie, entourée d'odeurs de papier et d'encre, mais son cœur battait au rythme des trains qu'elle observait depuis le quai, chaque samedi après-midi, comme si elle cherchait un départ qu'elle n'osait pas encore prendre. Le 12 octobre 2001, elle sortit de son appartement avec un parapluie rouge et un manteau trop léger pour la saison. Elle avait dit à sa colocataire qu'elle rejoindrait des amis pour un café. Rien de plus banal. Mais ce soir-là, Claire ne revint jamais. Les heures passèrent, puis les jours, et son absence devint un trou béant que personne ne pouvait combler. La police fut prévenue, les affiches à son visage furent placardées aux arrêts de bus, dans les vitrines, sur les murs froids de la gare. Mais ce qui aurait pu n'être qu'une disparition parmi tant d'autres devint, au fil des semaines, une énigme dévorante, un labyrinthe où chaque piste semblait se refermer comme un piège. Les enquêteurs commencèrent par le plus évident, l'entourage. Les collègues de la librairie décrivaient une jeune femme sans histoire, ponctuelle, passionnée par la littérature. Ses proches amis affirmaient qu'elle n'avait aucun ennemi, aucune dette, aucun secret trop lourd.
Pourtant, dans l'ombre, quelque chose se tissait, une fissure dans ce portrait immaculé. Certains voisins racontèrent l'avoir vu discuter, à plusieurs reprises, avec un homme d'âge mûr, souvent posté près de la gare. Un homme qui ne semblait jamais prendre de train, mais qui observait, trop attentivement. La gare, justement, devint le point de départ de l'enquête. C'était là que les enquêteurs concentrèrent leurs regards, comme si les rails eux-mêmes pouvaient murmurer ce qui s'était passé. Les caméras de surveillance, rudimentaires à l'époque, livrèrent des images floues, granuleuses, où l'on distinguait une silhouette féminine ressemblant à Claire. On la voyait traverser le hall, son parapluie rouge plié sous le bras. À quelques pas derrière, un homme grand, manteau sombre, semblait la suivre. La qualité des images ne permettait pas d'identifier son visage, mais le détail glaçant était là. Ils passèrent le portillon à quelques secondes d'intervalle, et sur la dernière bande, Claire disparaissait dans l'obscurité du quai numéro 3. Les jours suivants, le silence s'épaissit. La famille, dévorée par l'angoisse, se rendait chaque matin au commissariat, réclamant des nouvelles qui ne venaient pas. Les enquêteurs fouillèrent les trains de nuit, interrogèrent les contrôleurs, mais aucun billet à son nom n'avait été enregistré. Comme si elle s'était volatilisée au seuil du voyage. On raconta tout et n'importe quoi. Une fugue, un amoureux secret, un règlement de compte. Mais rien ne tenait face à la personnalité de Claire. Fuguée, elle n'avait laissé aucune note, aucun signe. Un amant, son téléphone n'affichait que des appels banals, des conversations avec ses parents, ses collègues. Tout semblait s'arrêter ce 12 octobre, comme si une main invisible avait arraché son fil du tissu de la réalité. Pour comprendre cette affaire, il faut replonger dans le climat de l'époque. Début des années 2000, la France vivait entre insouciance et inquiétude. Les journaux parlaient des premiers attentats mondiaux, la peur s'immisçait dans les gares et les aéroports. Mais dans les petites villes, le danger semblait toujours lointain, presque irréel. Les disparitions n'étaient pas rares, mais elles prenaient rarement une telle ampleur. Dans cette atmosphère, chaque détail de la vie de Claire fut scruté, disséqué. On examina ses lectures, ses habitudes, ses carnets. Dans l'un d'eux, on trouva des notes éparses, un désir de voyage, une mention récurrente d'un prénom, Marc. Mais aucun Marc n'apparut dans son répertoire téléphonique. Était-ce une invention, une confidence qu'elle n'avait jamais partagée, ou bien le nom d'un fantôme du passé? La presse s'empara de l'affaire. Les titres s'alignaient en une des quotidiens régionaux. Disparition inquiétante, une jeune femme introuvable. La ville en émoi. Des bénévoles organisèrent des battues dans les forêts environnantes. Des plongeurs fouillèrent les rivières. Le corps de Claire restait introuvable. Plus les jours passaient, plus l'absence prenait des allures de gouffre. Dans les bars, on murmurait que la police cachait des éléments, que tout cela avait peut-être un lien avec des histoires plus sombres, des trafics, des secrets d'adultes auxquels une jeune libraire n'aurait jamais dû se frotter. Mais une affaire criminelle est souvent comme une toile d'araignée. Au début, tout semble confus, emmêlé, impossible à démêler. Puis, soudain, un fil se tend, minuscule, mais solide, et il suffit de le tirer pour que le reste s'éclaire. Ce fil, dans l'affaire Claire, se révéla être un détail que personne n'avait pris au sérieux au départ. Lors de la fouille de son appartement, les enquêteurs avaient saisi son sac à main, posé négligemment sur une chaise, vide de tout, sauf de quelques tickets de caisse et un plan de la ville. Rien d'utile, pensait-il. Mais, quelques jours plus tard, en revérifiant les pièces à conviction, un agent remarqua un ticket chiffonné coincé au fond d'une poche intérieure. Un ticket de train, daté du 12 octobre 2001. Destination, une petite ville à 1 heure de là. Mais le plus troublant n'était pas la destination, c'était le fait que le billet n'était pas à son nom. L'enquête bascula. Qui avait acheté ce billet? Pourquoi était-il en sa possession? Et surtout, comment avait-il atterri dans son sac? Ces questions, d'abord considérées comme de simples coïncidences, devinrent l'obsession des enquêteurs. Car ce billet, chiffonné, oublié, allait se transformer en la clé d'un mystère qui, jusqu'ici, semblait impénétrable. Et derrière ce morceau de papier froissé, il y avait un homme. Un homme qui croyait avoir effacé toutes les traces. Mais parfois, la vérité se cache dans l'oubli le plus banal. Un billet coincé dans une poche, un fragment de papier que le destin refuse de laisser disparaître. Le billet de train devint alors le centre de toutes les attentions. Dans les bureaux du commissariat, sous les néons blafards, les enquêteurs le manipulaient avec des gants, comme si ce rectangle de papier pouvait leur parler.
Les premiers résultats de l'analyse confirmèrent qu'il avait été acheté en liquide, dans un distributeur automatique de la gare. Aucune trace de carte bancaire, aucune identité enregistrée, un anonymat parfait. Mais l'encre des chiffres, l'heure d'émission, indiquait un détail crucial. Le billet avait été imprimé moins d'1 heure avant la disparition de Claire. Ce n'était pas un vestige d'un ancien voyage, mais bien un élément contemporain du drame. Les policiers se rendirent sur le quai de cette petite ville inscrite sur le ticket. C'était une bourgade sans histoire, une gare modeste où l'horloge semblait immobile. Là, aucun témoin n'avait remarqué la jeune femme ce soir-là. Pourtant, en fouillant les archives locales, un agent découvrit qu'un train avait bien desservi la destination à 22h14, avec une arrivée prévue à 23h02. Était-ce ce train qu'elle avait pris, volontairement ou sous contrainte? Ou bien le billet n'était-il qu'une diversion, un leurre déposé pour brouiller les pistes? Pendant que ces questions flottaient dans les couloirs, la figure de l'homme en manteau sombre, aperçu derrière elle sur les images de la gare, revenait hanter les esprits. Les enquêteurs firent diffuser un appel à témoins, décrivant cette silhouette imprécise. Quelques jours plus tard, une femme se présenta au commissariat. Elle déclara reconnaître un habitué de la gare, un certain Gérard L., la cinquantaine, célibataire, ancien employé de la SNCF licencié pour des raisons disciplinaires. L'homme vivait seul, dans un petit appartement près des voies. La description concordait. La police plaça Gérard sous surveillance. Son quotidien paraissait banal. Sorties brèves, courses rapides, soirées passées à boire devant la télévision. Mais son regard, lors des premiers interrogatoires informels, frappait par son insistance. Il ne nia pas avoir vu Claire. Au contraire, il affirma l'avoir remarquée plusieurs fois et parla d'elle comme d'une jeune femme polie, toujours souriante. Mais lorsqu'on évoqua la soirée du 12 octobre, il devint évasif. Il disait ne pas se souvenir. Il ajouta qu'il avait passé la nuit seul, chez lui. Un alibi fragile, presque inexistant. Les enquêteurs fouillèrent en son domicile. Les pièces semblaient ordonnées, presque trop. Rien ne trahissait de lien direct avec Claire. Pas de vêtements, pas de bijoux, pas de documents compromettants. Mais dans une veste pendue à l'entrée, un détail fit frémir l'un des inspecteurs. Dans la poche intérieure, chiffonné, un autre billet de train. Identique à celui retrouvé dans le sac de Claire. Même date, même destination. Ce fut le déclic. La concordance ne pouvait être accidentelle. 2 billets, pour le même train, la même heure, retrouvés dans 2 lieux différents. Comme les 2 moitiés d'une énigme. Gérard fut alors placé en garde à vue. Interrogé des heures durant, il nia d'abord toute implication. Mais ses réponses s'en mêlaient, ses phrases se contredisaient. Quand on lui montra le billet retrouvé chez lui, ses mains tremblèrent, imperceptiblement. « Ce n'est pas à moi », répéta-t-il, encore et encore, comme une incantation. Pourtant, le billet portait une trace de sueur fraîche, une empreinte partielle, correspondant à son index droit. À ce stade, la ville entière retenait son souffle. Les journaux titraient sur « l'homme du billet », les radios locales diffusaient en boucle l'affaire. Chacun avait son opinion. Pour certains, Gérard était un coupable idéal, un bouc émissaire commode. Pour d'autres, il représentait le prédateur tapi dans l'ombre que l'on redoute depuis toujours. Mais pour la police, la difficulté résidait ailleurs. Aucun corps, aucune preuve directe reliant Gérard à la disparition de Claire. Sans cela, l'affaire risquait de s'effondrer. Les enquêteurs reprirent alors les pas de la jeune femme. Ils analysèrent en son trajet ce soir-là, interrogeant chaque commerçant, chaque passant. Une vendeuse de tabac déclara l'avoir vue entrer dans sa boutique vers 20h45, acheter un briquet. Claire ne fumait pas, selon ses proches. Alors pourquoi ce geste inhabituel? La vendeuse précisa qu'un homme l'attendait dehors, nerveux, les mains dans les poches. Elle ne se souvenait pas de son visage, mais décrivait sa silhouette comme large, vêtue d'un manteau foncé. Encore lui. La piste du train reprit toute son importance. Les policiers inspectèrent le matériel de vidéosurveillance de la petite ville de destination, mais les images de 2001 étaient rares, de piètre qualité. Pourtant, sur un plan fixe de la sortie de gare, on distinguait 2 ombres, floues, marchant côte à côte sous la pluie. La taille correspondait. Une femme tenant un parapluie rouge. Un homme, grand, manteau noir. Après cela, l'écran se vidait, avalant les silhouettes dans la nuit. Chaque détail renforçait l'étau autour de Gérard, mais il persistait à nier. Les psychologues mandatés pour l'interroger décrivirent un homme au profil obsessionnel,
isolé, accumulant rancune et frustration. Son licenciement de la SNCF l'avait profondément marqué, et il hantait la gare comme un fantôme privé de son royaume. Était-il possible qu'il ait projeté sur Claire une obsession maladive, la suivant jusqu'à vouloir la posséder ou la détruire? L'enquête révéla bientôt un autre fait troublant. Dans un tiroir de son appartement, dissimulé sous des papiers administratifs, les policiers mirent la main sur plusieurs carnets. À l'intérieur, des pages couvertes de notes étranges, d'observations minutieuses sur les allées et venues de voyageurs. Des descriptions de femmes, leurs tenues, leurs habitudes. Parmi elles, le prénom Claire apparaissait à plusieurs reprises, entouré, souligné, comme si elle était devenue un centre d'intérêt particulier. Ce fut une découverte glaçante. Les carnets dressaient le portrait d'un homme obsédé, méthodique, presque clinique dans ses observations. Mais encore une fois, aucune mention d'un passage à l'acte, simple voyeurisme maladif ou préméditation d'un crime. L'ambiguïté demeurait. À mesure que l'enquête avançait, les parents de Claire perdaient espoir. Leur maison, autrefois emplie de rires, se transforma en sanctuaire silencieux. La mère de la jeune femme passait ses journées à fixer la fenêtre, attendant un miracle. Le père, digne mais brisé, répétait aux journalistes que tant qu'aucun corps ne serait retrouvé, il croirait sa fille encore vivante. Mais les enquêteurs, eux, savaient que chaque jour écoulé rendait cette hypothèse plus improbable. Et puis survint le rebondissement qui fit trembler tout le commissariat. L'analyse complémentaire du billet retrouvé dans la poche de Gérard révéla une donnée insoupçonnée, une minuscule trace de fibre textile incrustée dans le papier. Les experts en laboratoire identifièrent la fibre comme provenant d'un manteau en laine synthétique, rouge vif. Or, ce soir-là, Claire portait un manteau rouge. Ce fut comme une fissure dans un mur que l'on croyait infranchissable. Le billet n'était pas seulement lié à Gérard. Il avait été en contact direct avec les vêtements de la disparue. Comment expliquer cela? L'homme balbutia des justifications confuses. Il aurait ramassé le billet par hasard, il ne se souvenait plus. Mais ses yeux fuyants, sa voix tremblante trahissaient autre chose. Pourtant, malgré cet élément accablant, le mystère restait entier. Où était passé Claire? Qu'était-il arrivé après ce dernier trajet? Et surtout, pourquoi le billet, cette preuve fragile, semblait-il relier à la fois la victime et le suspect, comme si le destin avait choisi ce bout de papier pour sceller la vérité? Les enquêteurs savaient qu'un simple billet de train, aussi accablant soit-il, ne suffisait pas pour construire un dossier solide. La justice exigeait plus qu'un fragment de papier taché de fibres. Pourtant, dans l'ombre des bureaux saturés de fumée de cigarettes et de dossiers entassés, l'intuition s'aiguisait. Gérard avait franchi une ligne. Restait à comprendre comment et jusqu'où. L'obsession de l'homme s'esquissait déjà dans ses carnets. Les pages griffonnées à l'encre noire dégageaient une atmosphère d'enfermement, comme si chaque mot capturait une part d'âme étrangère. Les inspecteurs les lisaient en silence, glacés par la précision des descriptions. Horaires notés à la minute près, croquis de silhouettes féminines vues sur le quai, indications sur leurs habitudes de lecture ou leur manière de marcher. Et ce prénom, Claire, répété, encerclé, parfois accompagné de phrases énigmatiques. Toujours au quai numéro 3. Elle regarde les trains partir, mais ne part jamais. Ces carnets devinrent la preuve d'un esprit obsédé, mais aussi l'indice d'une préméditation possible. Comment un homme pouvait-il accumuler autant d'observations sans passer à l'acte? Et surtout, pourquoi Claire? Était-elle choisie au hasard, ou représentait-elle quelque chose de plus profond dans la psyché fracturée de Gérard? L'équipe d'investigation fouilla davantage son passé. Ses anciens collègues de la SNCF évoquaient un employé solitaire, rigoureux mais sujet à des accès de colère. Son licenciement, des années plus tôt, était dû à un incident, une dispute violente avec un voyageur au sujet d'un billet invalidé. L'obsession semblait déjà présente, enracinée dans sa relation maladive au train, aux passagers, à ce monde qu'il avait perdu et qu'il continuait de hanter comme un revenant. Mais l'enquête stagnait, la pression médiatique montait, les parents de Claire réclamaient des réponses et la population murmurait que la police échouait à protéger ses citoyens. C'est alors qu'un détail, encore une fois, surgit des profondeurs de l'oubli. Un témoin jusque-là silencieux se présenta, un contrôleur de train. Il se souvenait vaguement, cette nuit du 12 octobre, avoir vu une jeune femme avec un parapluie rouge assise près de la fenêtre. À ses côtés, un homme plus âgé, grand, manteau sombre. Il affirma que leur présence lui avait paru banale, mais qu'un incident avait marqué son esprit. À un moment, la jeune femme avait voulu se lever, mais l'homme avait posé fermement sa main sur son bras.
Elle avait souri, comme pour ne pas attirer l'attention, mais son regard trahissait une inquiétude. Ce témoignage glaça les enquêteurs. Il confirmait l'hypothèse d'un départ forcé, ou du moins d'un accompagnement imposé. Mais le contrôleur n'avait pas pris leur identité, et le registre de billets restait muet. Encore une fois, le billet en papier demeurait la seule pièce tangible. À ce stade, les policiers décidèrent d'explorer la ville de destination, une petite cité industrielle, morose, où les usines fermaient les unes après les autres. Là, les rues semblaient avaler les étrangers sans jamais les recracher. Des patrouilles furent envoyées, des affiches avec le visage de Claire collées aux murs écaillés. Certains habitants dirent vaguement se souvenir d'une jeune femme correspondant à sa description, vue entrer dans un bar en périphérie. D'autres prétendaient n'avoir rien remarqué. Mais dans ce décor de béton humide et de lampadaires tremblotants, les enquêteurs découvrirent un élément crucial, une caméra de surveillance privée installée devant une supérette. Les images, bien que granuleuses, montraient une scène fugace. À 23h15, un parapluie rouge traversait la rue. À ses côtés, une silhouette masculine. Puis les deux disparaissaient dans la pénombre d'une ruelle. Le parapluie, encore lui, devint presque un personnage de l'histoire. Symbole de fragilité et de résistance, éclaboussant la nuit de sa couleur vive. Mais après ce plan, plus rien. Comme si la pluie avait effacé leurs traces. Face à ces preuves indirectes, Gérard restait muré dans le silence. Ses avocats plaidaient l'absence de corps, l'absence de lien direct. Pourtant, les experts psychologues, après plusieurs séances, dressèrent un portrait troublant, celui d'un homme incapable d'accepter la perte, obsédé par l'idée de possession. Claire représentait, dans sa logique déformée, à la fois le voyage interdit, la beauté inaccessible et la revanche contre un monde qu'il avait rejeté. Les enquêteurs fouillèrent alors les alentours de la petite ville. Ils inspectèrent des bâtiments abandonnés, des terrains vagues, des entrepôts désaffectés. Dans l'un d'eux, ils trouvèrent une couverture, tachée, roulée dans un coin. Les analyses révélèrent des traces ADN correspondant à Claire. Ce fut un choc. La couverture liait désormais la disparue à cet univers glauque où Gérard avait été aperçu. Mais même là, le corps demeurait introuvable. La presse s'enflamma. Les journaux titraient désormais sur « Le fantôme du quai numéro 3 » et chaque soir, les émissions de télévision débattaient du sort de Claire. Était-elle encore vivante, séquestrée quelque part, ou bien avait-elle déjà succombé? L'opinion publique se divisait, oscillant entre espoir et résignation. Les parents, eux, vivaient dans une douleur suspendue, prisonniers d'une attente interminable. Puis, une nouvelle révélation surgit, comme une lame tranchant le brouillard. En analysant les carnets de Gérard, un détail jusque-là négligé frappa un jeune enquêteur. Parmi les notes, une adresse revenait, inscrite plusieurs fois, comme un mantra. Un hangar près des voies ferrées, fermé depuis des années. L'équipe s'y rendit, en pleine nuit, sous une pluie battante. L'endroit exhalait une odeur de ferraille et de poussière. Le silence était oppressant. En poussant une porte grinçante, les lampes torches illuminèrent un spectacle glaçant. Des traces de cordes fixées à une poutre, un morceau de tissu rouge accroché comme un vestige. L'espoir de retrouver Claire vivante s'amenuisa brutalement. Tout indiquait qu'elle avait été retenue ici, au moins un temps. Mais le vide du lieu, l'absence de corps, rendait la scène encore plus insoutenable, comme si elle avait été avalée par la nuit elle-même. L'enquête se transforma alors en quête métaphysique. Les policiers, fatigués, commençaient à douter de leur propre perception. Était-il possible qu'un homme, aussi maladroit que Gérard semblait l'être, ait orchestré une disparition parfaite? Ou bien un autre acteur, invisible, tirait-il les ficelles? Pour la première fois, certains se mirent à envisager que le billet de train, loin d'être un simple oubli, pouvait être un message, un défi lancé à ceux qui voudraient comprendre. Un morceau de papier comme une signature, rappelant à chacun que la vérité ne se cache pas dans les grands gestes, mais dans les détails qu'on néglige. Dans les jours qui suivirent, Gérard craqua. Interrogé encore une fois, sous la pression des preuves accumulées, il avoua d'une voix basse avoir accompagné Claire ce soir-là. Il prétendait qu'elle l'avait suivi volontairement, qu'ils avaient parlé, ri, et qu'elle lui faisait confiance. Mais lorsqu'on lui demanda ce qui s'était passé ensuite, il se mura dans un silence glacial. Pas un mot de plus. Son aveu partiel suffisait à plonger la ville dans la stupeur. Les médias titraient déjà sur sa culpabilité. Mais pour les enquêteurs, la vérité demeurait incomplète. Sans le corps, sans récit cohérent, la justice risquait encore de vaciller. Et dans ce vide insupportable,
un dernier espoir subsistait, que le billet de train, ce fragment froissé, recèle encore un secret que personne n'avait su lire. Les jours passaient, mais l'ombre de Claire restait suspendue sur la ville comme une brume persistante. Le billet de train, fragile et froissé, hantait chaque bureau du commissariat. Les enquêteurs savaient qu'il contenait plus qu'un simple trajet. Il était devenu le symbole d'un crime, la clé d'une énigme qui refusait de s'ouvrir complètement. L'aveu partiel de Gérard avait ébranlé tout le monde, mais il ne suffisait pas. La vérité demeurait en suspens, et la justice, sans corps ni récit précis, semblait impuissante. Alors, les policiers décidèrent de plonger plus loin dans le labyrinthe psychologique de l'homme. Les interrogatoires devinrent plus incisifs, conduits par des spécialistes du langage et du comportement. Chaque geste, chaque silence de Gérard était scruté comme un indice. Ils remarquèrent que chaque fois que l'on évoquait le billet, son regard fuyait, ses doigts tremblaient légèrement. Mais dès qu'il s'agissait du manteau rouge ou de la silhouette de Claire, il se raidissait, comme si un mur invisible se dressait entre lui et la vérité. Un psychologue expliqua que Gérard avait probablement transféré sur ce billet une part de son obsession. Pour lui, ce papier n'était pas qu'un titre de transport, mais un talisman, un fragment de pouvoir, comme si posséder ce billet signifiait posséder la personne qui y était associée. Cette interprétation glaça l'équipe. Ils avaient affaire à un esprit où les symboles se confondaient avec la réalité, où la frontière entre désir et action disparaissait. Mais l'enquête ne pouvait se contenter d'analyses abstraites. Il fallait des preuves. C'est pourquoi les policiers reprirent méthodiquement l'exploration des lieux liés à Gérard. Ses trajets quotidiens, ses achats, ses fréquentations. Et c'est dans une petite échoppe de quartier qu'ils découvrirent un élément nouveau. La vendeuse, une femme âgée au regard vif, affirma que Gérard venait régulièrement acheter des journaux, toujours les mêmes, mais que le 13 octobre, au lendemain de la disparition, il avait demandé un paquet de sacs poubelles épais et une bouteille d'eau de Javel. Ce détail, anodin en apparence, prit immédiatement une dimension sinistre. Les policiers fouillèrent à nouveau l'appartement de Gérard. Cette fois, ils démontèrent les plaintes, inspectèrent les moindres recoins. Dans la salle de bain, une odeur persistante de chlore flottait encore, malgré le temps passé. En grattant les joints entre les carreaux, ils mirent au jour de minuscules traces brunâtres. Les analyses confirmèrent qu'il s'agissait de sang humain. L'ADN correspondait à celui de Claire. Cette découverte fit l'effet d'une bombe. Pour la première fois, le lien matériel entre Gérard et la disparue était irréfutable. Pourtant, l'homme continua à nier, s'enfermant dans des phrases absurdes. Il affirma que Claire s'était blessée accidentellement chez lui, qu'il avait voulu l'aider, qu'elle était repartie ensuite. Mais aucune logique ne tenait. Pourquoi alors cacher ces traces, nettoyer compulsivement la salle de bain? Pourquoi ces sacs poubelles, cette eau de Javel, ce silence obstiné? Les enquêteurs savaient qu'ils se rapprochaient du cœur du mystère. Ils multiplièrent les battues dans les environs, fouillant champs et forêts, explorant les berges de la rivière. Les chiens de recherche marquèrent à plusieurs reprises des zones précises, mais aucun corps n'apparut. Le vide persistait, cruel. Chaque fois que l'on croyait toucher la vérité, elle s'évaporait, comme avalée par la nuit. C'est alors qu'un jeune policier, obsédé par l'affaire, eut une intuition. Et si le billet n'était pas seulement une trace laissée par hasard, mais un fil conducteur volontaire, un indice que Gérard, consciemment ou non, avait semé derrière lui. L'idée paraissait folle, mais il décida de comparer les horaires inscrits sur les billets retrouvés. Une coïncidence saisissante apparut. Les deux billets, celui de Claire et celui de Gérard, avaient été émis à des heures différentes, mais exactement à 22 minutes d'écart. Un laps de temps trop précis pour être fortuit. Comme si l'homme avait voulu créer une sorte de duo invisible, deux voyages parallèles destinés à se rejoindre. Les experts en profilage confirmèrent cette hypothèse. Gérard avait probablement construit un scénario mental, où le billet était la preuve d'une union forcée, une façon de sceller symboliquement le destin de Claire au sien. Cette interprétation renforçait l'idée d'une obsession maladive, mais elle ne donnait toujours pas la localisation du corps. Un autre fil fut alors tiré. En examinant les caméras de la petite ville, un détail avait échappé jusque-là. Sur l'image de la supérette, derrière les silhouettes de Claire et de l'homme au manteau sombre, on apercevait brièvement un véhicule stationné, une camionnette blanche, rouillée, immobile à un angle de rue. En recoupant les données, la police découvrit que Gérard possédait un véhicule similaire, immatriculé à son nom, mais déclaré hors d'usage depuis plusieurs mois. Ils retrouvèrent la camionnette,
abandonné dans un terrain vague. L'odeur pestilentielle qui s'en dégageait souleva le cœur des enquêteurs. À l'intérieur, ils découvrirent des couvertures, une corde et des fibres rouges. Les analyses confirmèrent qu'elles correspondaient au manteau de Claire. Cette fois, l'étau se resserrait inexorablement. Mais encore une fois, pas de corps. Comme si Gérard avait réussi l'impossible. Faire disparaître toute trace ultime. Les enquêteurs savaient que sans ce dernier élément, le procès risquait d'être fragile. Alors ils décidèrent de pousser Gérard dans ses retranchements. Lors d'un interrogatoire nocturne, dans une pièce glaciale, ils posèrent devant lui les 2 billets, la photo de la camionnette et un morceau de la couverture taché de sang. Pendant de longues minutes, il resta silencieux, fixant le vide. Puis, d'une voix rauque, il lâcha une phrase. « Elle voulait partir. Je l'ai empêchée. » Oh bien si... Un aveu partiel, encore, mais suffisant pour briser le masque. Derrière ces mots, les enquêteurs comprirent l'ampleur du drame. Gérard n'avait pas seulement suivi Claire, il avait brisé sa liberté, transformant son désir de départ en piège mortel. Et pourtant, malgré cette confession implicite, il refusa obstinément de révéler ce qu'il avait fait du corps. Ce silence, plus cruel que 1000 mensonges, torturait la famille et alimentait la rumeur publique. On commença à parler d'un meurtre sans cadavre, d'une affaire où le coupable triomphait du réel par l'effacement ultime de sa victime. Dans les couloirs du commissariat, un inspecteur murmura que peut-être le billet de train contenait encore une ultime vérité, un détail crypté que personne n'avait su lire. Comme si le destin, une fois de plus, avait choisi ce fragment froissé pour résister à l'oubli. Et c'est là, dans ce climat de désespoir et de tension, qu'apparut un nouvel élément venu du passé. Un ancien ami de Gérard, contacté par les enquêteurs, raconta qu'autrefois, l'homme lui avait confié une étrange manie. Il gardait toujours les billets de ses voyages, les glissait dans des poches, les accumulait comme des trophées. Pour lui, chaque billet n'était pas un simple souvenir, mais la preuve d'un moment volé au monde. En entendant cela, les policiers comprirent que peut-être la clé de la disparition de Claire n'était pas dans un lieu caché, mais dans cette obsession même. Car parfois, ce qui semble anodin, banal, froissé et oublié dans une poche, recèle la vérité la plus brutale. Le commissariat s'était transformé en théâtre d'ombre où chaque détail prenait l'allure d'un signe, où chaque mot prononcé par Gérard pesait comme une pierre. Les enquêteurs, épuisés mais obsédés, savaient qu'ils ne pouvaient plus reculer. Il ne suffisait pas d'un aveu arraché entre 2 silences, il fallait arracher à l'oubli la trace ultime de Claire. Les carnets, les billets, la camionnette, la salle de bain nettoyée au chlore, tout dessinait un puzzle inachevé dont la pièce centrale restait absente. Un jeune inspecteur, fouillant parmi les effets personnels de Gérard, tomba sur une boîte métallique cachée sous un tas de vieux journaux. À l'intérieur, soigneusement pliés, se trouvaient des dizaines de billets de train, certains jaunis par le temps, d'autres récents. Chacun portait une date, une destination, parfois une annotation au stylo. C'était une collection morbide, une archive obsessionnelle. Certains billets étaient vierges de tout trajet enregistré, des tickets achetés sans jamais être utilisés, comme si l'homme voulait posséder l'idée du voyage plutôt que le voyage lui-même. Les enquêteurs les alignèrent sur une table, formant une mosaïque inquiétante. Au milieu de ce désordre, 2 billets se distinguaient, ceux du 12 octobre 2001, les derniers en date, liés à Claire. Mais un autre daté du lendemain attira l'attention. Destination, une petite gare rurale perdue entre champs et collines, à quelques kilomètres seulement de la rivière. Cette information fit l'effet d'un électrochoc. Et si Gérard avait utilisé ce billet pour se débarrasser du corps? Une battue fut organisée dans la zone indiquée. Des gendarmes, des chiens, des bénévoles fouillèrent les bois et les berges. Le vent d'automne sifflait dans les branches nues comme un murmure funèbre. Les chiens marquèrent une zone près d'un ancien pont ferroviaire désaffecté. Là, sous un amas de pierres et de terre, les fouilleurs mirent au jour des lambeaux de tissu. Rouge. Le manteau de Claire. Les analyses confirmèrent de bientôt qu'il portait des traces de sang et des fibres de corde. La nouvelle fit trembler toute la ville. Le manteau était une preuve accablante, mais il manquait encore l'essentiel, le corps. Gérard, confronté à cette découverte, demeura impassible. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, presque satisfait, comme si la traque elle-même, plus que le crime, constituait pour lui une victoire. Les médias redoublèrent de titres macabres. Le manteau rouge retrouvé, la piste du pont ferroviaire. Les parents de Claire, anéantis, serrèrent ce vêtement comme une relique,
priant pour que la vérité, enfin, surgisse. Mais la vérité demeurait fragmentée, insaisissable, comme si Gérard en contrôlait les clés. Un criminologue, consulté par la police, expliqua que ce type de personnalité cherchait moins à tuer qu'à effacer. Le billet de train, disait-il, était une métaphore de ce besoin. Transformer une vie en trajet, un être en passage, puis gommer la destination. Gérard ne voulait pas seulement posséder Claire, il voulait la dissoudre, la rendre introuvable, comme un voyage sans retour. Les enquêteurs retournèrent à la petite gare indiquée par le 3e billet. Là, en interrogeant d'anciens cheminots, ils apprirent qu'une voie de service, désaffectée depuis des années, menait à un tunnel partiellement effondré. Les habitants évitaient ce lieu, réputé dangereux et lugubre. Mais l'intuition des policiers les poussa à explorer. Dans la pénombre humide du tunnel, les lampes torches éclairèrent des inscriptions murales, des graffitis oubliés. Au sol, un trou grossièrement rebouché attira leur attention. Les pelles heurtèrent bientôt quelque chose de dur, et le silence se fit, lourd comme une chape. Ce qu'ils remontèrent de la terre glaise glaça le sang. Des ossements, partiellement enveloppés dans une bâche plastique. Les analyses rapides confirmèrent qu'il s'agissait d'un corps féminin correspondant à la morphologie de Claire. La certitude viendrait plus tard avec l'ADN, mais au fond, tous savaient déjà. La découverte mit fin à l'attente, mais ouvrit une plaie plus profonde encore, car face à l'évidence, Gérard continua de nier. Il affirma qu'il n'avait jamais mis les pieds dans ce tunnel, qu'il ne savait rien du corps. Mais les billets, encore une fois, parlaient à sa place. Le trajet du lendemain, la proximité du site, tout le désignait. Et cette obstination à taire, à effacer, fit comprendre aux enquêteurs que pour lui, chaque preuve retrouvée était une défaite, chaque fragment de vérité arraché une trahison de son secret. Le procès se prépara dans une atmosphère de fièvre. Les journaux transformèrent l'affaire en symbole, celui de la fragilité de l'innocence, de la monstruosité qui peut surgir derrière une façade ordinaire. Les billets de train furent exhibés comme pièces maîtresses, preuve matérielle d'une obsession transformée en crime. L'avocat de la défense tenta de plaider l'absence de preuves directes reliant Gérard à la mise à mort, mais les carnets, le sang dans la salle de bain, le manteau et enfin le corps parlaient d'eux-mêmes. Au tribunal, l'atmosphère était électrique. Les bancs étaient pleins. La presse accréditée décrivait chaque geste, chaque expression. Gérard, assis dans le box, paraissait absent, détaché, comme si l'histoire se jouait sans lui. Mais quand les 2 billets de train furent posés devant lui, ses lèvres tremblèrent pour la première fois. Il les fixa longuement, puis ferma les yeux. Comme si dans ces morceaux de papier chiffonné, il revoyait son obsession, son triomphe et sa chute. Le témoignage du contrôleur, rappelant la main posée sur le bras de Claire, fut un moment clé. Les experts confirmèrent que le corps retrouvé dans le tunnel présentait des fractures correspondant à une lutte. L'ensemble dessinait le portrait d'un meurtre prémédité, déguisé en voyage. La sentence tomba comme un coup péré. Gérard fut reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Claire, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais même au moment du verdict, il resta muré dans son silence, refusant d'expliquer son geste, refusant de dire pourquoi. Ce mutisme, plus glaçant encore que ses actes, laissa une cicatrice durable dans les mémoires. Pour la famille de Claire, il n'y avait pas de véritable consolation. Ils avaient récupéré un corps, un manteau, des billets froissés. Mais ils n'avaient pas récupéré la lumière de leur fille, ni son rire, ni ses rêves de départ. Leur douleur resta une absence, une chambre vide, un siège inoccupé à chaque repas. Et pour les enquêteurs, l'affaire demeura un rappel brutal. Parfois, la vérité se cache dans l'objet le plus banal, un billet froissé dans une poche. Mais ce détail peut devenir la clé d'une vie, d'une mort, d'un destin. Dans les années qui suivirent, cette affaire resta gravée comme un avertissement. Dans les écoles de police, on l'enseignait comme l'exemple d'une enquête où un simple ticket avait dénoué un mystère. Mais dans la mémoire collective, elle demeurait une cicatrice. Celle d'une jeune femme disparue un soir d'automne et d'un billet de train devenu la preuve que le mal peut se glisser jusque dans les gestes les plus ordinaires. Le verdict résonnait encore dans la salle d'audience quand le silence se fit lourd et oppressant, comme si l'air lui-même refusait de circuler. La voix du juge, implacable, avait condamné Gérard à la réclusion criminelle à perpétuité, et pourtant, personne ne ressentait une véritable victoire. La justice avait tranché, certes, mais la vérité demeurait fragmentaire, mutilée comme les souvenirs d'une vie brisée. Le regard des parents de Claire, vide et éteint, reflétait cette ambiguïté. Ils avaient enfin une réponse, un coupable, un corps, mais pas d'explication.
Rien ne comblait le gouffre laissé par le silence obstiné de Gérard. Dans les jours qui suivirent, la presse s'empara de chaque détail du procès. Les journaux décrivaient le billet de train comme un témoin muet, la preuve inattendue qui avait fissuré le mur du mensonge. Les chroniqueurs judiciaires parlaient d'un crime métaphorique, où l'objet du quotidien se transformait en emblème de mort. Les émissions de télévision déroulaient les images du manteau rouge retrouvé sous les pierres, du tunnel effondré, de la camionnette blanche rouillée. Et partout, la même question revenait, obsédante. Pourquoi ? Pourquoi Gérard avait-il choisi Claire ? Pourquoi cette jeune femme, douce et discrète, était-elle devenue le centre de son obsession maladive ? Les experts psychologues tentèrent d'expliquer, parlant de frustration accumulée, de solitude chronique, de délire de possession. Ils évoquaient la figure d'un homme incapable de supporter l'abandon, qui projetait sur Claire le rôle d'un personnage imaginaire dans un scénario mental. Mais ces explications, aussi rationnelles fussent-elles, ne satisfaisaient personne. Car le mal, lorsqu'il prend la forme de l'ordinaire, reste toujours inacceptable. Le procès laissa aussi une cicatrice dans l'opinion publique. Dans la petite ville de province, plus rien ne fut jamais comme avant. La gare, autrefois simple lieu de passage, devint un symbole de peur et de malaise. Les passagers évitaient le quai numéro 3, comme si la mémoire de Claire hantait encore les rails. Chaque parapluie rouge, aperçu dans la foule, rappelait son absence. Les librairies organisèrent des lectures en sa mémoire. Des associations féministes dénoncèrent de l'aveuglement face aux comportements inquiétants. On parla de la nécessité de mieux protéger les femmes, d'écouter les signaux faibles, ces gestes d'insistance, ces regards persistants qui paraissent insignifiants mais annoncent parfois le pire. Pour les enquêteurs eux-mêmes, l'affaire laissa une marque indélébile. Certains avouèrent qu'ils rêvaient encore du parapluie rouge traversant l'écran des caméras de surveillance, image granuleuse qui les hantait la nuit. D'autres ne purent jamais reprendre le train sans sentir un frisson parcourir leur nuque. Le billet froissé devint une sorte de relique, soigneusement conservée dans les archives judiciaires, comme un rappel que la vérité se niche parfois dans les détails les plus fragiles. Mais la douleur de la famille restait béante. La mère de Claire se rendait chaque semaine sur la tombe, déposant des fleurs fraîches, répétant inlassablement les mêmes mots. « Pardon de ne pas avoir su te protéger ». Le père, lui, se murait dans le silence, sculptant du bois pour occuper ses mains tremblantes. Leur vie était devenue un rituel de survie, un enchaînement de gestes mécaniques pour tromper le vide. Et pourtant, au-delà de la tragédie, un sentiment plus vaste commença à émerger, celui d'une leçon amère, mais universelle. L'affaire montrait que le mal ne se cache pas toujours dans les monstres spectaculaires, mais dans les êtres ordinaires, dans les visages anonymes croisés au détour d'un quai de gare. Elle rappelait que la vigilance n'est pas un luxe, mais une nécessité, et que chaque oubli, chaque billet froissé, chaque geste de trop peut basculer une vie dans l'abîme. Philosophes et sociologues s'emparèrent de l'affaire pour réfléchir à la symbolique du voyage interrompu. Pour certains, Claire incarnait la jeunesse en attente de départ, fauchée avant d'avoir pu tracer sa route. Pour d'autres, le billet représentait la fragilité des destins, suspendue à un simple morceau de papier. L'image du parapluie rouge devint elle-même un motif artistique, repris dans des poèmes, des tableaux, des chansons. L'histoire dépassait le crime, devenait mythe, légende noire. Mais Gérard, lui, enfermé derrière les barreaux, restait fidèle à son silence. Ni remords, ni explication. Ses codétenus rapportaient qu'il passait des heures à écrire, à remplir de nouveaux carnets, comme s'il poursuivait son obsession derrière les murs. Certains affirmaient qu'il traçait encore des horaires de train, qu'il dessinait des silhouettes de voyageurs. Comme si l'obsession ne mourait jamais, mais continuait de se nourrir d'elle-même, indifférente au monde extérieur. Cette persistance glaçait l'opinion. Pouvait-on vraiment enfermer le mal, ou ne faisait-on que le contenir, en espérant qu'il ne ressurgisse pas ailleurs ? La question résonnait comme une menace diffuse, car ce qui rendait l'affaire Claire si terrifiante, ce n'était pas seulement le crime, mais sa banalité. Un billet acheté au distributeur, un parapluie rouge, un quai de guerre, rien qui ne semble extraordinaire, et pourtant, tout suffisant pour déclencher l'irréversible. Les années passèrent, mais l'affaire demeura vivante dans les esprits. Chaque 12 octobre, un rassemblement silencieux se tenait devant la gare, des bougies étaient allumées, des fleurs déposées, et le nom de Claire murmurait dans le froid automnal. Le billet de train, conservé derrière une vitre au musée de la police locale, attirait les visiteurs comme un artefact maudit. Certains y voyaient la preuve du travail acharné des enquêteurs, d'autres un symbole de la fragilité humaine.
Et au fond, ce morceau de papier chiffonné continuait de poser la même question, jamais vraiment résolue. Le destin est-il écrit dans les grands gestes ou dans les détails que nous négligeons? Le temps avait passé, mais la mémoire collective refusait d'effacer l'ombre rouge du parapluie de Claire. Chaque automne, lorsque les premières pluies revenaient frapper les vitres des cafés et que les passants repliaient leurs manteaux contre le vent, la ville semblait revivre cette soirée du 12 octobre 2001. Le quai numéro 3, déserté par superstition, se couvrait parfois de fleurs et de petits mots laissés anonymement. Une phrase revenait souvent, griffonnée d'une main tremblée. « Pour que plus jamais ». Les enquêteurs qui avaient porté l'affaire sur leurs épaules savaient qu'elle avait transformé leur rapport au monde. Ils n'étaient plus seulement des policiers, mais des gardiens d'une mémoire fragile. Dans les écoles de police, l'affaire était enseignée comme l'exemple d'un détail qui change tout. Le billet de train y était étudié comme un artefact criminologique, mais aussi comme un symbole. La banalité transformée en révélateur de l'horreur. Et dans chaque promotion, un silence pesant accompagnait le récit. Pourtant, derrière les commémorations et les discours officiels, une vérité plus intime circulait. L'affaire avait laissé une trace psychologique profonde dans les consciences ordinaires. Les jeunes femmes prenaient le train avec une vigilance nouvelle, observant les regards insistants, se méfiant des inconnus qui s'asseyaient trop près. Les parents répétaient à leurs filles de ne jamais marcher seules le soir. Et dans cette atmosphère, la figure de Gérard devint une sorte d'épouvantail moderne, incarnation de la banalité monstrueuse. Les médias continuèrent d'exploiter cette peur diffuse. Documentaires, podcasts, livres s'emparèrent de l'affaire. Chaque version ajoutait une couche d'interprétation, parfois au détriment de la rigueur. Certains insistaient sur la folie individuelle, d'autres sur l'indifférence collective, d'autres encore sur le rôle du destin. Mais tous revenaient à la même image, celle du billet froissé, retrouvé dans une poche, trace infime mais irréfutable. Dans ce flot d'analyse, une question philosophique revenait. Comment un simple objet peut-il devenir le miroir de la condition humaine? Le billet de train, instrument de départ et de voyage, s'était transformé en certificat de mort. Là où il aurait dû représenter l'ouverture du monde, il marquait la fermeture brutale d'une existence. Certains écrivains y virent une parabole sur la fragilité des rêves, toujours menacés par la violence de l'inattendu. Les proches de Claire, eux, refusaient cette récupération. Pour eux, il n'était pas question de symboles, mais de chair et de sang. Sa mère continuait de déposer des lettres dans lesquelles elle racontait les détails de la vie quotidienne, la floraison du jardin, les anniversaires des cousins, les changements de saison, comme si elle écrivait à une fille partie en voyage, espérant qu'un jour, les mots lui parviendraient. Son père, de plus en plus voûté, construisit une petite bibliothèque dans la maison familiale, remplie des livres que Claire aimait. Chaque ouvrage portait une inscription, pour Claire, qui ne lira jamais. Pendant ce temps, Gérard, enfermé dans sa cellule, restait un mystère. Ses codétenus rapportaient qu'il ne parlait presque jamais. Mais parfois, au milieu de la nuit, on l'entendait murmurer des horaires, comme s'il récitait encore des tableaux de départ. Les gardiens trouvaient dans sa paillasse des morceaux de papier couverts de notes, de dessins de rails et de quais. L'obsession, loin de s'éteindre, semblait se nourrir de l'enfermement, comme si le crime avait ouvert une boucle sans fin dans laquelle il s'enfermait lui-même. Certains psychologues affirmèrent que ce silence obstiné était sa dernière forme de contrôle. Priver la société de la vérité, priver la famille du récit, garder pour lui l'explication comme un secret jalousement protégé. D'autres pensaient qu'il n'y avait rien à révéler, que le vide faisait partie intégrante de son geste. Qu'en effaçant les traces, il avait voulu produire une disparition totale, et que parler reviendrait à trahir son propre projet. Ce mutisme alimenta des débats passionnés. Fallait-il obliger un criminel à dire « à tout prix » pour offrir une paix aux victimes, ou fallait-il accepter que certaines vérités se perdent à jamais dans le silence? La justice, elle, avait tranché, mais l'âme humaine restait hantée par ce manque. Et puis, un détail ressurgit, presque par hasard, rappelant que l'affaire n'avait pas encore livré toutes ses ombres. Plusieurs années après le procès, un employé de la gare retrouva, derrière un casier métallique oublié, un autre billet de train, plié et jauni. Daté du même soir, il n'avait jamais été utilisé. La destination était différente. Une grande ville, loin de la petite cité où le corps avait été retrouvé. Certains y virent une preuve supplémentaire que Gérard avait brouillé les pistes, multiplié les leurs pour perdre ses poursuivants. D'autres interprétèrent ce billet comme un ultime vestige des rêves de Claire, un départ qu'elle n'avait jamais pu réaliser.
Cette découverte relança les spéculations, mais elle n'apporta pas de réponse. Elle ajouta seulement une couche de mystère, rappelant que la vérité, même tranchée par un verdict, reste toujours incomplète. Au fil du temps, l'affaire Claire devint plus qu'un dossier criminel. Elle se transforma en parabole moderne, enseignée dans les facultés de droit, citée dans les colloques de criminologie, évoquée dans les cours de philosophie. Elle montrait à quel point une vie pouvait basculer dans la banalité d'un geste, et comment le détail le plus insignifiant pouvait devenir le pivot d'un destin. Et pourtant, malgré ces interprétations, le souvenir de Claire restait avant tout celui d'une jeune femme qui souriait derrière un comptoir de librairie, qui rêvait de voyages qu'elle n'avait jamais faits, qui tenait un parapluie rouge un soir de pluie. Sa disparition, élucidée par un billet oublié, rappelait à chacun la fragilité de l'existence. Car ce qui nous emporte, parfois, ce n'est pas la tempête, mais le froissement discret d'un papier que l'on croyait sans importance. Le soir du 12 octobre 2001 resta inscrit comme une cicatrice indélébile dans la mémoire collective. Et lorsque des années plus tard, les journaux évoquaient encore l'affaire, chacun revoyait les mêmes images. Le quai numéro 3, le parapluie rouge, le billet froissé sorti d'une poche. Mais au-delà des preuves et des jugements, ce qui demeurait, c'était le silence. Celui de Claire, condamnée à ne jamais raconter sa version. Celui de Gérard, décidé à ne jamais offrir d'explication. Et ce silence, plus puissant que n'importe quel aveu, continuait de hanter les consciences. Les habitants de la ville s'étaient habitués à vivre avec cette ombre, mais elle façonnait leur quotidien. Les jeunes couples évitaient la gare la nuit. Les contrôleurs, plus vigilants, scrutaient désormais les passagers avec une attention nouvelle. Les mères racontaient l'histoire à leurs filles comme une mise en garde, non pas pour effrayer, mais pour rappeler que l'insouciance est un luxe fragile. Le nom de Claire devenait murmure, presque prière, rappel discret que la liberté est précieuse et que certains regards peuvent la briser. Le procès avait tranché, les preuves avaient parlé, mais la vérité intime restait hors de portée. Pourquoi Claire? Pourquoi ce soir-là? Pourquoi ce billet oublié dans une poche? Détail qui fit basculer l'enquête. Certains disaient que c'était le destin, d'autres une erreur banale. Mais tous comprenaient que la fragilité des vies repose souvent sur des coïncidences absurdes. Ce qui sauve ou ce qui condamne tient parfois dans un geste minuscule, une poche pas assez vidée, un papier non jeté. Philosophes, criminologues, écrivains n'avaient cessé de tourner autour de cette affaire. Ils y voyaient une métaphore des ténèbres modernes. Un monde où l'anonymat des gares et des trains cache autant de promesses que de dangers. Le billet de train devenait l'icône paradoxale de cette ambivalence. Promesse de départ, épreuve de mort. Le voyage qu'il annonçait n'avait jamais eu lieu, sinon dans le gouffre d'un tunnel humide où l'on avait retrouvé des ossements. Pour la famille de Claire, il n'y avait pas de métaphore possible. Chaque matin, la mère se réveillait avec l'image de sa fille quittant l'appartement ce soir-là, parapluie rouge en main, ignorant que le monde se refermerait sur elle. Chaque soir, le père déposait un livre sur la petite bibliothèque construite en sa mémoire, comme s'il voulait continuer à nourrir ses rêves de lecture, malgré l'absence. Leur maison était devenue un mausolée vivant, où chaque objet rappelait ce qui avait été perdu. Et pourtant, malgré la douleur, malgré le vide, quelque chose de plus vaste émergeait, comme si Claire, dans son silence forcé, était devenue un symbole universel. Elle représentait toutes les disparues, toutes celles que l'on n'avait jamais retrouvées, toutes celles dont les vies avaient été interrompues par la violence. Son histoire, à travers le billet froissé, donnait une voix à celle que l'oubli menaçait. Dans les années suivantes, des associations portèrent son nom. Elle militait pour plus de vigilance, pour une meilleure prise en compte des signaux faibles, pour que les disparitions ne soient plus jamais traitées comme de simples fugues. Des campagnes furent lancées, rappelant aux voyageurs d'être attentifs aux comportements suspects. Le parapluie rouge devint un symbole dans les affiches de prévention, image poignante d'une fragilité qu'il fallait protéger. Mais malgré tout, une part de mystère subsistait, irréductible. Même si les preuves matérielles accablaient Gérard, même si le corps avait été retrouvé, certains continuaient de douter. Était-il seul? Avait-il tout planifié, ou bien avait-il agi dans un moment de délire incontrôlé? Pourquoi cette mise en scène des billets? Était-ce un hasard, un tic compulsif, ou une manière de défier la société, de laisser une signature cachée dans un objet banal? Ce doute, loin d'affaiblir l'affaire, la rendait plus terrifiante encore. Car il rappelait que la vérité absolue n'existe pas toujours, que certaines histoires restent incomplètes, et que l'oubli, parfois, est la seule certitude.
Les enquêteurs eux-mêmes, pourtant aguerris, confessaient des années plus tard qu'ils rêvaient encore de cette affaire. Non pas des preuves, mais de ce qu'ils n'avaient jamais su comprendre. Le mystère est une blessure qui ne se referme pas. Dans la cellule où il purgeait sa peine, Gérard vieillit, s'étiola, mais jamais il ne parla. Ses carnets, remplis de notes sur des trains imaginaires, furent sa seule compagnie. Quand il mourut, une dizaine d'années plus tard, on trouva sous son oreiller un dernier bout de papier. Dessus, griffonné maladroitement, figurait un horaire de train inventé, un quai numéro 3, et un nom, Claire. Comme si jusqu'au bout, son obsession avait dévoré sa raison. La mort de Gérard ne soulagea pas la douleur des proches, mais elle mit un terme à l'attente d'une vérité qui ne viendrait jamais. Dans un étrange paradoxe, elle renforça encore le caractère mythique de l'affaire, car désormais, plus personne ne pouvait espérer de révélation. Le silence devenait définitif, scellant l'histoire dans sa dimension tragique et énigmatique. Aujourd'hui encore, lorsqu'un train s'arrête à cette gare de province, certains passagers croient sentir un frisson leur parcourir l'échine. Le quai numéro 3 reste désert la plupart du temps, comme maudit. Et parfois, une silhouette anonyme y dépose une fleur rouge, geste discret de mémoire. On raconte que les nuits de pluie, sous la lueur vacillante des lampadaires, on croit apercevoir un parapluie écarlate traverser le hall, image fugace d'une jeune femme qui n'est jamais revenue. L'histoire de Claire, élucidée grâce à un billet de train oublié, demeure un rappel brutal. Ce ne sont pas toujours les tempêtes spectaculaires qui bouleversent une existence, mais le froissement discret d'un papier, l'oubli d'un objet, l'instant minuscule où le destin bascule. Elle est devenue l'allégorie d'un monde où le banal peut se transformer en tragédie, et où la vigilance reste la seule barrière contre l'invisible. Et quand le train repart, emportant ses passagers vers d'autres vies, il laisse derrière lui l'écho d'un nom, d'une histoire, d'un silence. Claire. Et ce silence, peut-être plus fort que 1000 mots, continue de nous rappeler que chaque voyage est une promesse fragile, et que parfois, il suffit d'un billet froissé pour que cette promesse se brise à jamais.